Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Le sommet régional conjoint demande l'instauration d'un cessez-le-feu. Les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et ceux de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se sont retrouvés ce samedi, c'était normalement vendredi et samedi, pour ce sommet conjoint entre la CAE ou l'AEC et la SADC à Tanzanie, plus précisément à Dar es Salaam. Objectif, discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, entre autres recommandations, l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat. Le sommet conjoint demande aux chefs des forces de défense de la CAE et de la SADC de se réunir dans les 5 jours et de fournir des directives techniques sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel sur la cessation des hostilités. C'est ce qu'indique le communiqué de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce communiqué est donc qui demande aux chefs des armées des différents pays participants de se réunir dans un délai de 5 jours maximum pour définir ce qu'il faut faire pour instaurer un cessez-le-feu. Cette réunion réaffirme également son soutien à la République démocratique du Congo dans cette situation qu'elle traverse et demande aux pays membres de pouvoir fournir cette assistance humanitaire nécessaire pour l'évacuation des malades et aussi le dégagement des routes des corps de ceux qui ont finalement ou malheureusement perdu la vie dans ces attaques menées par le M23 et soutenues par le Rwanda. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. La réunion a finalement pu tenir une réunion des deux communautés. C'est vrai, on parlera tout à l'heure des deux chefs d'État. L'un est venu, l'autre n'est pas venu, mais pour la première partie, je voudrais qu'on parle de cette réunion et la décision finale. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. On demande aux chefs d'État, aux chefs d'État-major ou aux chefs des armées des différents pays participants de prendre les dispositions nécessaires dans les 5 jours à suivre. Oui, docteur. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça a été un sommet de plus. Le sommet de Dar es Salaam, oui. Malgré cette décision? C'était une décision, c'était une déclaration. Il n'y a pas de force contraignante là-dessus. Et en plus, le sommet là, ils ont juste manifesté leur soutien envers la RDC sans pour autant condamner le Rwanda. Le Rwanda, oui. Et alors que, bon, voilà quoi, le bourreau est devant, on ne lui dit absolument rien, on dit juste, bon, toi la victime, on te soutient et allez discuter. Parce qu'ils ont insisté sur la discussion entre les protagonistes, que ce soit la RDC, le Rwanda et ensuite le M23. Donc, ils renvoient toujours la balle à la discussion, alors que, bon, c'était toujours la solution qui a été préconisée par la communauté internationale, la discussion. Et moi, j'étais tombé des nues qu'à ce sommet conjoint, où les grandes décisions doivent tomber, où on devait se montrer assez ferme vis-à-vis du bourreau, on le laisse faire. C'était comme si eux tous, ils ont peur de Paul Kagame, ils ont peur du Rwanda, ou bien, je ne sais pas s'ils ont des représailles à craindre après. Mais j'ai remarqué que, bon, pratiquement tout le monde cherche à sauver sa tête et on est en train de jouer à un jeu avec la RDC. Qu'auriez-vous aimé qu'on dise à ce sommet conjoint? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait? Oui, eux tous, ils connaissent le problème. Ils savent très bien qui est en train de soutenir le M23 et que le M23 n'agit pas seul. La moindre des choses, premièrement... Le Rwanda a toujours nié. Ils l'ont nié, mais en sourdine, on sait très bien que ce sont eux. Maintenant, quand vous connaissez cela, la première des choses à faire, c'est de condamner celui-là qui est en train d'attaquer un pays frère et ami. Déjà qu'ils appartiennent à une même organisation sous-régionale, ils ne doivent pas s'attaquer entre eux. Mais ce pays-là est en train de le faire. Premièrement, il faut arriver à condamner ce pays-là, à condamner le Rwanda par rapport à son attitude vis-à-vis d'un pays frère et ami. Mais ils ne l'ont pas fait. Oui. Ensuite, ils disent non, on soutient la RDC. C'est vrai, vous soutenez la RDC, c'est bien. Mais quelles sont les actions menées sur le terrain? Quelle est la fermeté que vous démontrez pour que ce cessez-le-feu-là, immédiat et inconditionnel que vous demandez, puisse être effectif? Pour vous, sans ces actions, ces cessez-le-feu risquent de ne pas être effectif? Mais ça ne peut pas être effectif, puisqu'aujourd'hui, on demande aux 3 parties de discuter. C'est au bout de cette discussion-là qu'on pourra signer le cessez-le-feu, puisque ce ne sont pas juste des déclarations comme ça. Ça ne permettra d'engager la discussion pour arriver à une paix totale dans l'Est de la République démocratique. Non, vous savez, le cessez-le-feu... Et quand on demande au chef d'état-major de se réunir pour définir les stratégies, réunir les moyens techniques qu'il faut
pour faire observer ce cessez-le-feu, n'est-ce pas déjà une menace sur le M23? Non. Puisque je rappelle que la CEDEAO avait demandé la même chose. On avait dit que c'était une menace sur le Niger. Ce n'est pas une menace sur le M23. Est-ce que la réalité change? La CEDEAO, le cas de la CEDEAO, c'est très différent. La CEDEAO voulait mobiliser une force pour aller attaquer un pays. Et ils étaient formels. Ils étaient en terrorisme. Ils étaient formels. Ils étaient formels un État par rapport à des terroristes. Voilà. La CEDEAO était formelle là-dessus. Maintenant, ici, les dirigeants, les chefs d'état-major ici décident de mobiliser une force? Non. C'est pas possible. Non. Il ne va pas mobiliser une force pour aller attaquer ou bien pour aller lutter. Nécessaire pour observer un peut-être même s'il demande à mobiliser une force, ce sera une force d'interposition, pas une force d'intervention, pas une force de combat. Ce ne sera pas comme ça. Donc, ce n'est pas le même schéma. Ce n'est pas le même schéma. Et je suis sûr que ces chefs d'état-major-là ne feront pas cela. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tout fait pour faire ce sommet conjoint. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait de grandes décisions qui puissent sortir. Mais il n'y a rien qui a été fait par rapport à ce que faisait déjà le président angolais, Joao Lourenço, et même le Kenya. Voilà. William Ruto. Voilà, c'était la même procédure pratiquement que celle du président engagé. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau qui est sorti de cette conférence-là, conjointe entre la SADC et puis l'EAC. Donc moi, je suis un peu surpris par rapport à cette attitude-là où le Rwanda était venu gardement s'asseoir par le biais de son ministre des Affaires étrangères, tout. Et puis, il était content d'ailleurs que le Rwanda n'ait pas subi de condamnation avec dans le cadre de ce sommet-là. Ils étaient très contents parce que ils se disent voilà comment on s'en sort bien. Mais si on dit le cessez-le-feu, on ne prend pas ou bien on ne dit pas verbalement allez arrêter ce conflit-là, non. Il y a des mesures qui sont prises d'avance et puis on signe un cessez-le-feu. C'est comme ça que ça se passe. Mais si aujourd'hui, déjà les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, on les convie à se rencontrer, les deux présidents, ils n'arrivent pas réellement à se rencontrer et puis à discuter entre eux. Et l'autre dit non, il faut discuter avec le M23. L'autre dit non, c'est toi qui soutiens le M23, donc je dois discuter premièrement avec toi, ainsi de suite. On doit arriver à clarifier ce système-là pour qu'on sache réellement à quoi joue le Rwanda dans ce conflit. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ont encore laissé le Rwanda partir. Je suis sûr que du jour au lendemain, on va encore entendre le M23 faire des représailles vis-à-vis des populations qui subissent cela depuis près de 30 ans. Depuis 30 ans, ces organisations-là sont là, ils n'ont pas pris de mesures pour pouvoir arrêter ce conflit et ces populations vont encore subir cela. Et le M23 va dire que non, nous n'étions pas conviés à ce sommet-là, nous continuons pas à mener nos actions. Merci beaucoup. À vous, Gabriel Adjaro, je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de cette rencontre, ce sommet conjoint qui a réuni les pays membres de la SADC et ceux de l'EAC en Afrique de l'Est. C'était en Tanzanie, à Dar es Salaam plus précisément. Adam, la décision finale, la décision phare d'ailleurs, c'est la décision d'un cessez-le-feu conjoint, d'un cessez-le-feu plutôt inconditionnel et immédiat. On donne 5 jours aux chefs des armées des différents pays participants de prendre les mesures nécessaires pour faire observer ce cessez-le-feu. Réaction. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que après des cessez-le-feu successifs qui n'ont pas véritablement donc fait recette, puisque les deux bords, on commence quelques heures après, vous allez constater qu'il y a eu des coups de feu de part et d'autre. Oui. Je pense que c'est sur cet aspect-là que ce sommet-là a voulu diligenter donc les chefs d'état-major de tous ces pays-là qui ont des similitudes, puisqu'ils partagent d'abord pratiquement le même environnement. Donc ils se connaissent bien, ils savent ce qu'il faut mettre dans la cagnotte pour réellement arriver donc à un cessez-le-feu inconditionnel. Puisque moi je pense qu'il n'y a jamais eu un sommet de plus. C'est vrai que lorsque vous prenez sur le schéma, il peut y avoir des manquements en ce qui concerne le but recherché, mais en réalité le fait de s'en préoccuper déjà est un pas de plus, un pas à saluer. Et donc, il faudrait fondamentalement qu'on ait un cessez-le-feu pour permettre d'abord à la population qui aujourd'hui paie le lourd tribut sur ce conflit-là, puisque vous savez, lorsque vous remontez un peu, vous recoupez les informations, la plupart de ceux qui sont tombés sous le coup de ces conflits-là l'ont été, surtout je parle de la population civile, l'ont été justement par des balles perdues. Ils ne sont pas directement visés, mais l'ont été par des balles perdues.
Donc, quelque part, aujourd'hui, les gens continuent pas à se chercher. Ils sont dans la nature. Les déplacements, on n'apprend rien à personne. Les gens ont constaté d'énormes déplacements. Donc, justement, lorsqu'on arrivera donc à ce cessez-le-feu, cela permettait en réalité de reposer entièrement le débat et de pouvoir constater quels sont les points à renforcer, les points de fragilité et les points à pouvoir donc renforcer pour faire en sorte que quand même qu'il y aura donc le cessez-le-feu, permettre à ce que le dialogue puisse réellement tenir. Parce qu'il faudrait un cessez-le-feu pour permettre peut-être au M23 de déléguer des gens qui sont ceux-là même, qui sont à même d'être écoutés, de pouvoir venir à la table de négociation. Mais de l'autre également, ça permet de décanter en réalité l'environnement, l'atmosphère et permettre à chacun d'être rassuré sur le fait que demain, il ne peut pas avoir de rebondissement qui permettait en réalité, lorsque vous dégagez peut-être les poids lourds qui peuvent conduire en réalité une guerre à une négociation, que les hostilités reprennent pour que demain, on ne dise pas que voilà, ce sont les sommets qui ont milité en faveur ou en défaveur d'un camp pour permettre à l'autre camp d'avancer. Donc je pense que ce cessez-le-feu inconditionnel, surtout la structuration, le degré de structuration mis en avant pour faire en sorte que ce cessez-le-feu soit réellement donc un réel cessez-le-feu est déjà un pas à saluer. Et je pense que si tel est que chacun veut véritablement donc arriver à avoir une solution durable dans le temps, il faudrait quand même que les gens puissent donc saluer ce cessez-le-feu là, puis qu'il soit donc actif et faire en sorte que on puisse arriver donc à des solutions. Sans ce cessez-le-feu, moi je pense que on n'arrivera pas à avoir une résolution qui dure dans le temps, puisque c'est ce à quoi chaque pays voudrait bien cantonner ses idées et faire en sorte que on puisse avoir une paix assez durable. Alors vous êtes optimiste quant au... Moi je ne suis pas du tout optimiste. C'est vrai que au regard les discussions, les gens pensent que on peut de suite dire que voilà, parce que nous avons des éléments, même si nous n'avons pas des éléments d'appréciation en ce qui concerne le degré d'implication du Rwanda sur cette crise-là. Nous essayons de copier, puisque c'est ce qui est aussi désolant, les Occidentaux sur ce qu'ils disent, puisque c'est eux qui nous fournissent les éléments d'approche aujourd'hui indiquant que le Rwanda soutient le M23. Et le Rwanda étant un État en bonne et due forme, de toutes les façons, a des alliés dans la sous-région. Donc vous allez aux négociations, il n'est pas permis dessus de pouvoir dire, nous condamne le Rwanda sans avoir des éléments d'appréciation sur son degré de soutien au M23. Il le savent. Mais déjà, à partir du moment où on sait que l'intégrité d'un pays qui est le leur est menacée, il faudrait quand même que chacun puisse s'accorder sur le fait que la RDC puisse retrouver dans son intégrité. C'est ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, moi, je ne suis pas... Moi, je ne... Oui, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Étant donné, ça va marcher, étant donné que tous les chefs d'état-major sont conviés à pouvoir donc apporter, voilà, tout à fait. Moi, je suis très optimiste qu'on puisse avoir donc un cessez-le-feu qui dure dans le temps, permet véritablement d'asseoir un débat utile, un débat qui puisse donc être porteuse. Merci beaucoup. Vous êtes confiant en cette à l'obtention d'un cessez-le-feu vraiment efficace dans l'est de la République démocratique du Congo. Sada, les dirigeants des deux communautés EAC et SADC se sont retrouvés à Dar es Salaam en Tanzanie pour décider de quoi faire pour apporter la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. L'une des décisions phares, l'obtention d'un cessez-le-feu. Il a été demandé aux chefs des armées des différents pays de prendre les mesures nécessaires dans les 5 jours à venir, de se regrouper, de prendre les mesures nécessaires pour faire observer un cessez-le-feu sur le terrain et demander également à tous les pays d'engager des actions humanitaires pour sauver la population dans l'est de la République démocratique du Congo. Vos analyses? Bon, tout d'abord, la situation, ou bien ce qui s'est passé en RDC, c'est assez révélateur d'une situation. C'est-à-dire, quand vous avez un pays comme le Rwanda, où on peut dire que toute la classe politique, c'est un pays qui est uni derrière Paul Kagame. Alors que vous prenez la RDC... Du moins, s'il n'y a pas de voix discordante. Il n'y a pas de voix discordante en tant que telle. Alors que vous prenez un pays comme la RDC, où il y a plusieurs voix, ou bien je dirais plutôt un silence, le silence marquant de Kabila. Ça veut dire déjà beaucoup de choses. Comment un ancien chef d'État peut-il rester silencieux
et si silencieux face à une agression qu'on peut qualifier d'externe. Il soutient l'agression lui-même. Mon bras droit, Corneille Nangaa, qui clairement dirige les opérations d'ailleurs, est le chef de la FCM23. Donc lui, il est partant. Sauf que on ne peut pas, par déduction, dire que Kabila aussi est partant. Mais on suppose je ne pense pas que nous pécherions si on se permet de déduire ici. Je ne pense pas. Le silence est d'un côté l'un de ses bras droits. Ça dit, en dit long. Et la manière dont il avait pris le pouvoir, ceux qui l'ont soutenu, on peut valablement déduire que son silence est quasiment un soutien. On peut dire, voilà, un silence coupable. Maintenant, lorsqu'on en revient aux décisions, tout d'abord, il y a le cessez-le-feu, l'appel à ce que tous les parties prenantes étatiques, aussi bien le M23, s'asseyent autour d'une table pour discuter. Et le troisième point, dont on en parle peu, c'est qu'il a été demandé que le M23 se retire des territoires occupés. Il faut reconnaître que dans ce genre de situation, il faut reconnaître clairement que le Rwanda ou bien le M23 a établi un rapport de force dont cette réunion ne pouvait pas ne pas prendre ça en considération. Lorsque vous avez un conflit, aujourd'hui, c'est qu'on tient plus compte de celui qui a la main. Aujourd'hui, le M23 a vraiment la main. Et je vois mal cette organisation régionale décider ou bien mobiliser une force pour aller combattre le M23. Pourquoi? Adam l'a si bien dit, et il y a des pays alliés de part et d'autre, aussi bien des pays alliés de la RDC et des pays alliés, n'est-ce pas, du Rwanda, du M23. Donc, engager une force multinationale pour combattre le M23, c'est embraser la région. Donc, c'est une décision difficile à prendre pour une telle organisation. Ce qui explique que cela n'a pas été dit. Voilà, ce qui explique pourquoi cela n'a pas été dit, cela n'a pas été décidé. Tout compte fait, il faut noter qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas trouver de solution à cette crise sans s'asseoir pour discuter. Et déjà, les signes avant-coureurs l'annonçaient, nous avons tenu le même débat presque la semaine passée, et tout le monde semblait dire au Rwanda, plutôt à la RDC, à Tshisekedi, d'aller à la table de négociation parce qu'on sait que le pays d'abord n'a pas les moyens logistiques pour assumer la sécurité à Goma. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui. Pas seulement à Goma, mais dans toute sa partie est. Voilà, dans toute sa partie est. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je vois venir, est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer vers un statut particulier de l'Est de la RDC? Est-ce qu'on n'est pas un statut particulier? Je dis n'importe quoi quand je dis statut particulier. Ça dure. Voilà, parce que ça fait longtemps, ça dure, et la réponse militaire n'est pas aussi évidente qu'aussi bien de la part de la RDC, de la part de l'organisation. Est-ce que on ne va pas proclamer un statut particulier pour cette région de la RDC? Parce qu'aujourd'hui, on semble nous dire indirectement que c'est consommé. De toute façon, cela ne date pas d'aujourd'hui. La situation perdue, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, et il y a à manger, il y a à boire. Moi, je pense sincèrement qu'à l'allure où vont les choses, un statut particulier risque d'être prononcé. Et je vois mal que ça finisse par une option militaire parce que les jeux sont déjà devant nous. On sait que le M23 est en position de force et le rapport de force est clairement à leur faveur. Aujourd'hui, Tshisekedi, si tu ne peux pas combattre, alors autant négocier pour sauver la peau, pour sauver les citoyens, pour éviter que les dommages collatéraux qui touchent les civils, les déplacés, les réfugiés ici et là, au moins qu'on puisse laisser une paix, même si elle est précaire, pour les civils, pour sauver la situation. Je crois que c'est ce que l'organisation régionale essaie de faire et est en train de faire. Alors, mon autre question, Gabin Adjaro, à ce sommet, on a remarqué une nouvelle fois l'absence du président congolais Félix Tshisekedi, mais surtout la présence de Paul Kagame à ce sommet, à la rencontre des chefs d'État. Est-ce que le poids de Paul Kagame n'aurait pas joué sur les décisions? Est-ce que l'absence de Félix Tshisekedi n'aurait pas plutôt favorisé le manque de condamnation, puisque
vous soulignez ça tout à l'heure, qu'on n'a pas clairement condamné le Rwanda pour son soutien au M23. On n'a pas pris de sanctions envers le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas quelque part aussi dû à l'absence de Tshisekedi, à la présence de Kagame? Oui, on peut dire que l'absence de Félix Tshisekedi a quand même pesé. Tu viens de le dire, les absents ont toujours tort. Il aurait dû être les pieds, même si les deux regroupements sous-régionaux ne sont pas arrivés à condamner directement le Rwanda, lui, il peut le faire. Ça aurait pu beaucoup plus porter. Et au lieu de rester à la maison, je ne sais pas pourquoi il boude pratiquement toutes les rencontres. Je ne comprends pas la raison pour laquelle il est en train de bouder. Il est un chef d'État et en temps normal. Il doit être au devant de la scène, lutter pour sa nation et puis faire entendre sa voix. Mais il préfère toujours rester à la maison au lieu d'aller à la tribune pour pouvoir défendre sa nation. Je ne comprends pas réellement le jeu que joue aussi Félix Tshisekedi. Premièrement, Paul Kagame, son emprise sur la région, c'est plusieurs années quand même de présidence. Donc il a tissé beaucoup de tentacules, il a beaucoup de relations. Même les présidents des pays aux alentours, il a de fortes relations avec ces présidents-là. Donc forcément, ça va être difficile en l'absence de Félix Tshisekedi de condamner le Rwanda, ainsi de suite. Alors que lui, il est là devant Paul Kagame. Si tu te portes pour pouvoir le critiquer directement, alors ça veut dire que toi, si tu es quelqu'un, au moins Félix Tshisekedi aurait dû être là pour pouvoir parler pour lui, pour son pays, ainsi de suite. Et oui, aujourd'hui, Sana vient de le dire, la RDC ne peut plus refuser la table de négociation, et même ils doivent initier cela, même si les deux regroupements sous-régionaux n'arrivent pas à le faire. La RDC doit quand même arriver à faire en sorte qu'il y ait une assise pour qu'on puisse discuter réellement des problèmes et puis arriver à un cessez-le-feu, parce que c'est très important. Le cardinal Fridolin en Mongo l'a encore souligné lors de son homélie hier, qu'il faut discuter avec tout le monde, même ses ennemis. Voilà, même ses ennemis, il faut discuter avec eux. Donc je pense que Félix Tshisekedi aujourd'hui doit faire profil bas pour son pays. Il doit faire taire un peu son ego pour pouvoir discuter en tête à tête avec Paul Kagame, même s'il le considère comme son ennemi. Mais pour la nation, il faut tout faire pour pouvoir trouver la paix, pour que la population puisse continuer à vaquer librement à leurs occupations. Adam Ajronou, est-ce que l'absence de Félix Tshisekedi aurait encouragé le manque de condamnation envers le Rwanda, puisque le Rwanda, lui, il était présent avec son président Paul Kagame? De toute évidence, on peut tout dire. Dans la mesure où vous êtes absent, je pense que ça ne profite qu'au présent. Donc de toute évidence, on peut tout dire. Mais ce qui est important, moi je pense que Félix Tshisekedi est en train de multiplier les erreurs dans la résolution de cette crise-là. Moi je ne cesserai pas de le dire. Je dis, lorsque vous avez vos populations qui souffrent, c'est vrai, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, mais je crois aussi savoir qu'on nous a dit la prière, oui, mais l'unique chose qui tombe du ciel aujourd'hui, c'est la pluie. C'est la pluie. Dans le reste, il faudrait quand même user de la réflexion, en tout cas l'image que Dieu t'offre à pouvoir donc incarner ça sur le terrain. Et incarner ça sur le terrain, c'est d'avoir une bonne diplomatie. Mais cette bonne diplomatie-là, de toute évidence, je l'ai dit, la maladresse diplomatique est beaucoup plus avancée en ce qui concerne la RDC. Puisque en temps normal, si tel que Tshisekedi le disait à tout moment, il n'abandonnera pas son peuple, mais en réalité, moi je vois qu'il est en train d'abandonner ce peuple-là du Congo, de l'Est du Congo. Parce que aujourd'hui, même si on dit qu'il faudrait véritablement aller prendre la solution chez le diable pour résoudre les solutions d'un peuple, si vous avez le sens de l'intérêt général, vous irez, surtout lorsque vous êtes numéro 1 d'un pays. L'essentiel que ce peuple-là puisse trouver la paix. Mais beaucoup l'ont dit, nous l'avons dit dans les analyses que c'est vrai, lorsque vous le prenez, au début de la campagne, il avait dit il fera la guerre, etc. Mais la réalité sur le terrain l'a pris de coup. Si le Rwanda veut la guerre, il l'aura. C'est ce qu'il avait dit. Bon, il a dit ça, mais il est allé plus loin en disant qu'il lui réunira les deux chambres et déclarer la guerre, etc. Donc je dis, mais c'est sans se rendre compte de la réalité du terrain. Aujourd'hui, la réalité est en face. Et Sana l'a si bien dit, en disant les rapports de force sont aujourd'hui en faveur du M23, entre guillemets soutenu par le Rwanda. Moi, je le mets toujours sur réserve, puisque aujourd'hui, tout ce qu'on nous sert, je ne cesserai de le dire. Ce sont les Occidentaux qui nous servent les preuves du soutien du Rwanda
au M23 n'avons pas des éléments en possession réelle venant des solutions africaines. Voilà pourquoi d'ailleurs même j'ai salué l'initiative de ce... Du Congo, oui. Le Congo aussi l'a dit. Oui, il a dit, mais sur les éléments d'approche avancés par les Occidentaux. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, il faudrait quand même négocier avec tout le monde. L'essentiel que la population qui aujourd'hui souffre puisse donc avoir la paix. Donc, s'il faudrait aller chez le diable, avoir la résolution de cette paix-là, il faudrait quand même que Tshisekedi change aujourd'hui d'approche en recherchant la vraie paix, ce que je ne vois pas venir auprès de lui. Est-ce que le diable peut apporter la meilleure solution? C'est la question qu'on se pose, Sana. Est-ce que l'absence de Félix Tshisekedi à ce sommet a pu encourager le manque de condamnation claire des deux communautés à l'égard du Rwanda? Non, ce qui est sûr, c'est que sa présence aurait pu faciliter la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations de la RDC. Et malheureusement, on a remarqué que c'est plus des images de l'intéressé entouré de pasteurs, et c'est plus des communiqués de haut gradé militaires appelant à des offices religieux. Et comme Adam vient le dire, moi je pense que c'est vraiment triste qu'au moment où, non pas que nous ne croyons pas en la prière ou bien en Dieu, mais il ne faut pas au moment d'agir montrer certaines images et peut-être se faire humilier. Tout le monde sait aujourd'hui que le M23 a la situation en main à Goma. Peut-être a-t-il honte d'aller discuter avec le M23, sachant que ça y aurait des ramifications avec son prédécesseur. Peut-être c'est un aveu, il n'a pas envie de ce tête-à-tête là parce qu'il sait que c'est le retour à l'envoyeur. Il sait qu'il a créé des situations par le passé qui vont le rattraper en allant à cette table de négociation. Mais tout compte fait, s'il aime réellement son pays, c'est une situation inévitable qui s'impose à lui. Soit il accepte, soit il subit. Et tout le monde sait qu'il est en train de subir actuellement. Et il sait que il n'a pas vraiment, c'est-à-dire il n'a pas la main. Ce n'est pas lui qui a la main. Et je pense que c'est être mauvais perdant que d'adopter cette posture. En participant par visioconférence. Oui, juste moi j'aurais même dit que son absence même a plus favorisé. Vous vous rappelez, lorsqu'il était en France, le simple fait que la France n'ayant pas condamné le Rwanda, la France était devenue son ennemi. Oui. Donc il allait prendre pratiquement tous les pays là qui vont l'aider à résoudre la situation en ennemi. Si tel est qu'il ne condamnait pas, s'il s'en tenait seulement à ce qu'ils ont sorti dans le communiqué, il deviendrait donc pratiquement son ennemi. Il va se faire des ennemis partout. Tout à fait. Donc c'est même mieux d'ailleurs. Et qu'il participe à visioconférence. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.